bonjour, qu'il est doux de vous retrouver en ce dimanche matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec une invitée. Il s'agit d'une femme, vous en voyez la silhouette, je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais peut-être n'étiez-vous pas avec nous dimanche dernier et vous avez loupé une émission, un thé au café qui était consacrée à l'académicien, à l'éternel, à l'écrivain Éric Orsena. Éric Orsena est avec nous, il est académicien, il est romancier. Bonjour. Bonjour Madame Sellat. 7 heures, c'est l'heure à laquelle vous êtes en écriture. Je commence à écrire à 6 heures tous les matins et j'écris même le dimanche vers Absolument, il n'y a pas de dimanche. De toute façon, c'est ça. Et donc pourquoi? Parce que quand vous écrivez tôt le matin, c'est comme une continuation de la nuit. Donc vous avez les rêves que vous mettez un peu en forme. Et après, comme vous avez déjà eu une première vie, à partir de 9h05 le matin, vous êtes vraiment charmant. Est-ce que vous pensez avoir une intelligence supérieure? Pas du tout. Pas du tout. Une curiosité, oui. Et une énergie peu commune. Mais l'intelligence, pas du tout. Mais je lâche rien. Je lâche rien. Et donc, quand je suis avec des savants immenses... C'est par orgueil que vous lâchez rien? Non, parce que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de me faire plaisir. Donc, j'aime pas comprendre à moitié. Si vous voulez, les deux bases de ma vie, c'est pourquoi pas et comment ça marche. Les SMS, vous dites qu'ils ont ravivé votre vie personnelle, voire même érotique. Bien sûr. C'est vrai que je manie les mots, je peux me varier, être dans le chaud, dans le moins chaud, dans l'intrigant, dans le tiède, j'en fais peu. Et donc, regardez un peu ça, et c'est vrai qu'on surprend. On dit, bon, il n'est pas formidable, il ne mesure pas 1m85, il n'est pas aussi svelte que j'aurais souhaité, mais enfin, peut-être qu'avec lui, je vais moins m'ennuyer qu'avec d'autres, plus beaux. Le SMS, c'est ma chance. Est-ce que vous acceptez le qualificatif de volage? Non, parce que enfin, peut-être que oui, mais j'étais fou amoureux à chaque fois. Au fond, pas si nombreuses les fois, parce que depuis peu de temps, j'ai 69 ans, donc ça fait beaucoup d'années. 69 ans, ça donne peut-être cette chanson-là, non? 69. Est-ce que c'est une chanson qui correspond à la réalité? Écoutez, on va faire en sorte de ne pas faire mentir la chanson. Est-ce que vous avez déjà pris du Viagra? Non. Complétez cette Mais phrase. des compléments, oui. Pas forcément cette marque-là. D'accord, mais quelque chose de rapprochant. Mais bien sûr. De rapprochant au sens strict. Compris. Quelle épitaphe vous aimeriez voir sur votre tombe? Continue. Si je vous dis Yves Montand? 3 petites notes de musique, la chansonnette. 3 petites notes de musique ont plié boutique au fond du souvenir. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Eh oui, ça fait du bien de commencer cette journée par quelques petites notes de musique. Alors, qui est sur ce plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Quelle est votre profession? Ah, c'est compliqué de répondre à ça tout de suite. Je suis comédienne, écrivain et cuisinière. Votre situation familiale? Mariée, heureuse. Votre obsession dans la vie? Le bonheur, Et votre devise? être et ne pas paraître. Votre prénom et votre nom? Je m'appelle Macha Merrill. Bonjour Macha, venez me Bonjour, rejoindre s'il vous Catherine. plaît. Bonjour, bonjour. Il y a aussi David Fenkinos qui est sur le plateau, qui va venir nous rejoindre tout à l'heure parce qu'on va parler de littérature, on va parler des livres. Je Vous m'en réjouis. venez de sortir un livre qui s'appelle Arithmétique de la chair, lui également. Et on échangera voilà, entre deux auteurs, qu'est-ce qu'on se dit sur le livre de l'autre, puisque vous les avez évidemment lus l'un comme l'autre. Est-ce que vous êtes en adéquation avec votre âge et votre état civil quand je vous regarde? Alors, ça dépend de quelle idée on se fait. Est-ce que c'est mon idée à moi ou est-ce que c'est l'idée du monde extérieur? L'idée du monde extérieur. Alors, je suis un exemple de ce qui devrait être. C'est-à-dire que je crois que mes 75 ans sont ce qu'une femme pourrait souhaiter avoir à 75 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous avez gardé en fait de vos origines slaves? Est-ce que ça compte, je veux dire, génétiquement? Alors, ça compte de plus en plus, parce que je m'aperçois, en vieillissant, que je ressemble de plus en plus à ma mère.
et que, quelque part, je ne peux rien y faire. Et si c'est ça, ça veut dire que c'est ma différence. Et que ma différence, je la cultive. C'est aussi un petit peu le sujet de mon livre. C'est-à-dire que je pense que non seulement la différence n'est pas un handicap, mais c'est un atout. C'est une force. Le sang bleu, qu'est-ce que ça implique déjà d'être joliment habillé? Non, Tout pond. écoutez, à l'époque, tous les bébés avaient des jolis petits chapeaux tricotés. C'était ma mère qui avait tricoté. À la main, bien parce sûr. que c'était la guerre et il n'y avait pas grand-chose. Mais je pense que les bébés, maintenant, sont beaucoup plus jolis et bien mieux habillés qu'à notre époque. Mais le sang bleu? Le sang bleu, c'est une obligation. C'est l'obligation d'être toujours au top, de ne pas rater les choses que j'entreprends et surtout être digne, ne pas me plaindre. Ça, c'est le sang bleu. Une famille qui a connu l'exil, est-ce que ça implique une recherche permanente en fait de son identité? Oui, sauf que la France nous avait accueillis à bras ouverts et que mes parents étaient des fans de la France. Ils parlaient le français, parce que dans les grandes familles russes, on parlait toutes les langues, mais surtout le français. Et donc, c'était pour eux un honneur d'être français. C'est ça la grande différence. Donc moi, j'ai été élevée dans cette espèce de gratitude que la France avait bien voulu nous accueillir. Et quand j'ai reçu mes premières décorations, j'ai été très fière qu'en une seule génération, j'ai été considérée comme une Française à part entière. Votre mère, là, on vous voyait d'ailleurs, c'est une sorte de gynécée, hein, on vous voit avec vos sœurs. Votre mère, elle voulait un fils, elle a été éperdument triste, peut-être, non? Pire que ça, elle était furax. Furax. Elle voulait pas me voir. En plus, j'avais la jaunisse des bébés, donc j'étais pas très très jolie quand je suis née. Et vraiment, c'était un garçon. À l'époque, on pouvait pas savoir. Hein, Mais est-ce que c'est un frein à sa propre construction? La sienne? Non, la Ou la vôtre? mienne? Non, non. Vous voyez, une fois de plus, je pense que tous les écueils peuvent être des tremplins. C'est-à-dire qu'il a fallu que je sois le garçon de la famille et il a fallu aussi que je réussisse absolument. À 5 ans, vous dites avoir été fracassée. Alors, j'ai perdu mon père qui est allé en Allemagne chercher le corps de mon frère qui avait été tué la veille de l'armistice d'une façon très tragique. Je crois que c'était un tel chagrin pour lui. Il a presque souhaité sa disparition. Il a attrapé le typhus et il est mort. Il est tombé dans la rue à Paris, on l'a ramassé, on n'a pas pu le soigner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pénicilline. C'était un chagrin épouvantable pour mes parents, évidemment pour ma mère. Et du coup, elle s'est trouvée veuve sans mon frère et sans mon père. Et pas d'homme dans la famille. Quelle empreinte ça laisse, cette double absence, pour vous? C'est compliqué dans mon cas parce que je n'ai pas assisté à son enterrement. Il est mort à Paris, nous vivions au Maroc. J'étais petite, j'avais 4 ans, je n'ai pas compris ce que c'était le sens de la mort. Et je l'attends encore parce que je ne suis pas tout à fait sûre qu'il soit mort. Parce que quand on ne voit pas le cadavre, je pense qu'il Vous y n'avez a pas un fait doute. votre deuil. Je ne l'ai pas fait, je ne veux pas le faire. Et puis finalement, je crains que ça a porté tort à toutes mes relations avec les hommes parce que j'ai toujours cherché l'homme parfait qui était mon père. Et même protecteur? Alors mon père était formidable. Hein. D'abord parce qu'il était d'une beauté incroyable. Vous savez, c'est russe, il mesurait 1,97 m. Il était doux, il était très bien élevé. Il n'a jamais élevé la voix. Donc ma mère nous a transmis ce mythe d'un homme parfait. C'est compliqué après pour en trouver un pareil. Hein. Et comme le premier homme de toute petite fille, c'est le père, j'ai cherché et je cherche encore, mais maintenant j'ai trouvé. On en parlera tout à l'heure. Votre mère, elle rêvait d'être actrice. C'est vous, par procuration, qui allez le devenir. Ça l'a satisfaite sur le moment Oui. ou elle a eu peur pour vous? Alors, maman n'avait aucune notion de ce que pouvait être le monde du showbiz. Alors, vraiment aucune. Et je crois que c'est un truc classique, que les enfants réalisent les rêves des parents, surtout quand ces rêves sont impossibles. Elle était, quand elle a épousé mon père, elle a fait 3 enfants, il était exclu qu'elle fasse autre chose. Mais elle a écrit. Elle a écrit vers la fin de sa vie. Donc elle avait en elle toute cette capacité artistique et ce don de conteuse. J'ai hérité des deux. Elle vous a poussé à ça? Et je pense que oui. Elle a vraiment vécu avec moi cette histoire-là, avec beaucoup de... Attendez, c'était une femme formidable. C'est-à-dire comme sont ces femmes slaves. Votre père était formidable. Ils sont formidables. Qu'est-ce que je dis fasse? J'ai eu de la chance. Mais vous savez, merci. Parce que c'est peut-être à cause d'eux que j'ai cette vitalité. Macha, Philippe Goeppers s'est intéressé à la méthode Macha Merrill.
Montrez-moi ça. Avec sa santé de fer, Je n'ai jamais eu une carie de ma vie. Regardez mes dents. Masha Mérine est une vraie pub pour la DHEA, la fameuse pilule de jouvence. Si on veut être en forme, si on veut être heureux, on peut. Il y a des méthodes. Alors voici sa méthode. D'abord, goûter à tous les plaisirs de la vie Je pense qu'il y a de la sexualité dans tout. et multiplier les activités. Masha Meryl, première. Je veux bien aussi m'occuper de la batterie, du magnéto, de tout ce que vous voulez. Oui, enfin, on vous demande surtout d'être comédienne. Au cinéma pour Godard, Piala, Lelouch, Blier, mais aussi à la télévision et au théâtre. Je n'ai pas d'argent. Je suis actrice. Une actrice qui écrit des romans comme des livres de cuisine, produit des films, fait l'animatrice, joue les grosses têtes et pousse la chansonnette. Enfin, essaie. Je me rappelle plus les paroles. La méthode Mérine, c'est aussi donner son avis sur tout, sans langue de bois. Oh, écoute, est-ce qu'ils sont casse-pieds les taxis, puis c'est devenu un lieu infect les taxis. Avoir beaucoup d'humour, L'argent, c'est l'inverse de la cellulite. C'est plus facile à perdre qu'à accumuler. et ne jamais douter de soi, quitte à manquer parfois de modestie. Je suis parmi les femmes qui ont un peu changé le monde. Ben voyons. Indispensable aussi dans la méthode Mérine, surveiller sa ligne. Regardez, ça c'est le vélo, hein. Non, en vérité, je fais de temps en temps du jeûne absolu. Pour rester dans le move, il faut être tendance, et Masha est un défilé de mode à elle seule. À 50 ans, on est une femme jeune. Pour preuve, la comédienne qui revendique son âge crée l'association des 50e jubilantes et joue pour la télé les jeunes grand-mères, pas les vieilles mamies. Top là. Ok. Mais rien de tel pour rester éternellement jeune que de se marier à 74 ans. L'amour, ça finit jamais. Et en plus, la sexualité, ça finit pas. Raison de plus pour suivre à la lettre la méthode Meryl. Je sais pas vous, mais moi ça me tente. Sympathique, vous avez Ça trouvé tente des tout le monde. images Hein. formidables. Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre parcours quand vous vous regardez avec recul, là, ce qu'on vient de vous montrer, où vous dites, bon, chapeau, ou vous auriez pu mieux faire? Oui, oui, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais il y a ce qu'on décide et ce qu'on ne décide pas. Moi, j'ai joué les rôles qu'on m'a proposés. J'ai rencontré les hommes que j'ai rencontrés et pas d'autres. Peut-être que j'aurais pu vivre une vie différente si j'avais eu d'autres rencontres. Mais il faut faire de l'or avec tout ce qu'on rencontre. C'est-à-dire que je crois qu'il faut être tellement heureux de vivre, c'est tellement sensationnel, parce que je vous réserve quelques surprises, puisque je vous ai emmené dans un lieu tout à fait On ira tout à l'heure, oui. curieux, et dans le but de vous faire parler de ça. Non pas seulement de la vie, mais de la vie après la vie. Et parce que tout est intéressant, y compris ça. Et On revient juste à vos débuts. Vous vous souvenez de votre premier casting? absolument. Oui. Alors, Vous aviez quel âge? oh là là, je crois que j'avais... Alors, je trichais un peu sur mon âge, je devais avoir 15 ans. 15, Ouais. 16 ans, oui. Et puis, vous avez vos 2 bacs, Oui. vous participez à un casting, c'est Édouard Molinaro qui est face à vous, et on a retrouvé les images. Oh, c'est pas vrai. Vous avez déjà travaillé Travaillé, je cherchais quelqu'un d'un peu plus long et plus aigu du visage. Et enfin, Faire du cinéma, qu'est-ce que cela signifie pour mademoiselle Masha Gagarine, étudiante d'origine russe? Une fille pour l'été, vous n'y avez pas participé, vous Évidemment, n'avez j'ai pas, pas été été prise. choisie. J'ai pas été choisie. Oui. Oui, alors, je faisais des études de lettres, j'étais à la Sorbonne, mais je suivais un cours d'art dramatique. Mais votre physique d'une beauté classique, est-ce que ça a été un handicap? Vous trouvez beauté classique? Moi, je trouve que j'ai le nez pointu et vraiment ces pommettes russes qui sont très typiques. Je n'ai pas une beauté classique. Il me le dit d'ailleurs. Il me dit je veux quelqu'un qui ait le visage un peu plus régulier. Regardez là. Ça, c'était les photos qu'on faisait. Je gagnais ma vie avec ça. Hein. C'était des photos qu'on faisait pour les couvertures de disques et jamais il y avait mon nom nulle part. D'ailleurs, je n'avais pas encore mon nom à ce moment-là. Mon nom a été choisi pour mon premier film. Oui, beaucoup parce que plus tard. votre patronyme, c'est Gagarine. Eh oui. Mon vrai nom, c'est Maria Magdalena Princesse. Vladimirovna Gagarina. Est-ce que vous avez connu, vous, des périodes comme ça, des traversées du désert, des grands découragements? Oui. Et j'ai même pensé à me partir. supprimer. Ah oui. Je trouvais que c'était trop dur. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai eu ça 2 fois. Une première fois aux États-Unis, avant de revenir en France, et une deuxième fois, il y a une vingtaine d'années, un moment où j'avais l'impression que c'était bouché un peu de tous les côtés et que ça n'avait pas trop de sens de continuer. Mais Professionnellement et personnellement?
Les deux. Mais Tout était bouché. Tout va ensemble, c'est-à-dire quand on a l'impression on n'est pas là où il faut. Je crois que c'est ça qui est le plus douloureux, que de sentir qu'on n'est pas compris, qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas entendu. Alors dès que ça se débloque, c'est formidable. Mais c'est comme les maladies. La guérison est sensationnelle, on apprécie 2 fois plus la vie. Donc je pense que ces périodes de noirceur, elles sont utiles. Qui vous aide à ce moment-là? J'ai eu une fois l'aide d'une psy. Ça n'a pas été bien long, hein, parce que 5-6 fois je l'ai vue. Mais je dois dire que j'ai apprécié cet échange. Je crois à rien, je crois à tout. Moi, je crois qu'il faut tout essayer. Voilà. Je pense qu'il faut ne rien bannir. Il y a il ne faut pas avoir de préjugés parce qu'on est des surprises quelquefois. On découvre qu'il y a des choses qui nous paraissaient ridicules et qui peuvent être très utiles. Vous dites que vous avez eu la sensation de voir éclore un chef-d'œuvre par 2 fois. Vous parlez du film de Godard, c'était Une femme mariée, et puis Sans-Toi ni loi aussi d'Agnès Varda. Mais comment on le ressent, ça? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est très étrange. C'est-à-dire qu'il y a comme un langage du non-dit, quelque chose entre le metteur en scène et tout le monde, pas seulement les acteurs, mais aussi l'équipe. On sait que quelque chose d'un peu unique est en train de naître et d'apparaître. C'est une chance d'avoir vécu ça, vous savez, parce que ça devient comme, vous savez, comme Greenwich. Pour moi, c'est mon maître, c'est que je sais que ça existe et que cette exaltation, cette extase, après on la recherche en toutes choses. Et vous l'avez retrouvée quand même? Oui, je la recherche dans la cuisine, je la recherche dans le sexe, je la recherche dans mon écriture. C'est quand même ça que je recherche. Sur un plateau, vous êtes très pâte à modeler ou alors vous êtes très participative, vous êtes force de proposition auprès d'un réalisateur? Ça dépend. Ça dépend du réalisateur. Avec Agnès Varda, j'ai été d'une obéissance même servile, parce qu'elle est comme ça. Elle est forte et qu'il faut surtout entrer dans son monde. Ça ne vous ressemble pas pourtant, hein? Non, et j'ai été comme ça aussi avec Fassbinder, qui est aussi un homme qui avait des problèmes avec lui-même. Et donc les gens fragiles comme ça aussi, c'est toujours difficile d'être trop fort près d'eux. Et puis par contre, quand je fais des films où je peux collaborer, mais je suis brave, hein, je suis gentille, je ne suis pas désagréable. Vous avez connu des réalisateurs odieux? J'ai connu des comédiens odieux. Je n'ai pas connu tellement de réalisateurs odieux. Si, une fois, en Italie, j'ai travaillé avec un type qui s'appelle Bevilacqua, qui était schizophrène et qui pensait que c'était à ça qu'il tenait son talent. Alors il martyrisait tout le monde et en fait, il n'était pas un très grand metteur en scène. Et quand les partenaires sont désagréables, odieux, comment on s'y prend? Ah, c'est compliqué parce que ça, c'est comme dans la vie. Quand il faut vivre dans un bureau avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas et il faut faire des concessions. Quoi. Oui. Est-ce que vous avez un pincement au cœur quand vous voyez une affiche d'un film que vous avez refusé ou pour lequel vous n'avez pas été choisi? C'est ça, parce que vous me demandez, parce que ça touche à peu près tous les comédiens, toutes les comédiennes. Bien sûr qu'il y a des rôles qui me semblaient destinés et que je n'ai pas eus. Un particulièrement, et j'en veux encore à Bertrand Tavernier de ne pas m'avoir prise pour La vie et rien d'autre. Il a pris Sabine Azéma parce qu'elle était célèbre plus que moi, et c'était un rôle pour moi. Voilà. Vous voyez, je suis franche, hein, moi, oui. Je dis. Hein. Vous dites en 2008, vous avez dit le cinéma me boude. Voilà. Est-ce que l'âge, c'est un obstacle implacable? Alors, ça l'a été, et vous rappelez-vous, j'ai constitué cette association justement parce qu'on s'est rebellés, toutes les filles de la nouvelle vague. Est-ce que ça a changé quelque chose? Un petit peu, pas vraiment. Alors maintenant, il y a le recours de la télévision. La télévision nous consacre des séries, des personnages, et je m'amuse beaucoup maintenant avec les films que je suis en train de faire pour la télévision. Et surtout quand ce ne sont pas des rôles récurrents, mais des rôles des guests dans les séries. Vous en avez tourné au moins une trentaine de téléfilms. En 2012, donc il n'y a pas très longtemps, on vous a vu même nu. Ouais. Est-ce qu'en tant qu'actrice, c'est difficile, voilà, de s'accepter à l'écran avec les marques, les stigmates de l'âge et du temps? Écoutez, alors ça, c'est un vrai combat parce que d'abord, premièrement, j'en ai marre de cette dictature de la jeunesse et de la beauté de la jeunesse. Je ne nie pas la beauté de la jeunesse, mais il y a d'autres beautés et que je pense que je ne vois pas pourquoi on devrait se taire ou se planquer ou se camoufler. Alors évidemment, il ne faut quand même pas exagérer. Peut-être que ce film-là, aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire, hein, il y a une dizaine d'années. Mais je n'ai pas vraiment pensé à ce moment-là que c'était si
politique que je faisais un manifeste au secours des femmes mûres. Mais ça m'a fait plaisir que ça ait du succès et ma simplicité, parce que pour moi, la nudité n'est pas très grave. Je trouve que de pleurer devant un écran et de montrer des sentiments très, très intimes, c'est plus impudique que de montrer son corps. Voilà. Avec Philippe Geppers et Frédéric Nonier, vous êtes allés dans un lieu effectivement particulier, on le disait en début d'émission. D'abord, ils vous ont trouvé dans le Marais, là où vous habitez, et puis dans un cimetière, un cimetière orthodoxe à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. On vous laisse découvrir ce lieu, mais auparavant, ils ont sonné chez vous. Bonjour. Un thé ou un café? Est-ce que vous ouvrez souvent la porte à des hommes? Comment ça, des hommes? Vous êtes drôle, on dirait que c'est une maison close ici. Entrez. Entrez dans mon petit appartement parisien. Ici, je vais vous montrer plein de petits souvenirs, je les ai réunis pour vous. Ça, c'est une plume avec laquelle George Sand écrivait. Et puis ici, cette icône que j'ai fait faire en Géorgie pour notre mariage. C'est la tradition, des enfants portent une icône. Ça, c'est ma chère maman qui est toujours là pour moi. Un des Oscars de Michel. Ça a de la gueule quand même, hein. Et puis ici, c'est un cadeau que m'a fait Philippe Grimbert. Vous avez reconnu? C'est les moulins de mon cœur. J'ai trouvé que c'était le plus joli cadeau de mariage que nous ayons reçu. Et ce piano, c'est pour la déco ou c'est pour séduire votre mari? Alors, chose extraordinaire, dans toutes mes maisons, il y a un piano. Alors que je ne joue presque plus. Mais dans ma maison du Gers, il y avait un demi-queue Yamaha. Je l'avais acheté 2-3 ans avant de rencontrer Michel. Donc c'était comme si je l'attendais. Oh, regardez, je ne sais même plus. Je l'ai oublié, vous voyez, je ne sais plus jouer. Alors, oubliez-moi. On y va? Moi, je suis sur un petit nuage. J'ai 75 ans. Et je suis une jeune fille qui a été désirée, qui a été demandée en mariage. Et puis, il y a tout de même, il faut le savoir, un petit compte à rebours qui s'installe à partir d'un certain âge, qui fait qu'on se dit que chaque minute compte et qu'on veut qu'elle soit extraordinaire. Alors, nous sommes ici au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est le cimetière russe orthodoxe. Je vous présente mes parents. Mon père, le prince Vladimir Gagarine, et ma mère, la princesse Marie Gagarine. Quelle princesse vous êtes? Princesse sans pognon, c'est comme c'est zéro, hein. Donc je suis rien du tout. Je suis une princesse du spectacle. Oh, et si j'étais riche, J'y pense depuis que je suis toute petite à la mort. Je ne suis pas très croyante, hein, je vous dis tout de suite, mais je pense qu'il y a un après. C'est pas possible. On peut pas avoir fait tellement de choses de nos jours, vivants, ici sur Terre, et puis que ça disparaisse en poussière. Les tombes orthodoxes sont souvent agrémentées d'un petit banc, parce qu'on s'y assied, on tient compagnie au défunt, on lui parle, on peut même chanter. Расцветали яблони и груши, поплели туманы над рекой. Ça, c'est la tombe de Rudolf Nureyev, qui était tatar, vous savez. Les Tatars sont musulmans. Et c'est un décorateur italien qui a fait cette tombe, un tapis de danse. Vous aimeriez avoir une tombe comme la sienne? J'espère avoir une très jolie tombe. Je vais m'en occuper d'ailleurs, parce que je préfère le faire de mon vivant, vous voyez. Quel épitaphe vous aimeriez choisir? Une phrase de Cézanne. Il avait dit « Quel dommage, je commençais à comprendre ». Si vous deviez réaliser la fin de ce reportage, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je choisirais de filmer les petites têtes de beurre et de blagues que je viens de voir par-dessus le mur, c'est-à-dire les voisins futurs de ce cimetière. Parce que tout ça, ça va devenir un quartier, une banlieue parisienne. Et il y a quoi pour vous de l'autre côté du périph'? Il y a la vie de demain. Je suis pas sûre qu'elle me plaise, mais moi, ça y est. J'ai choisi d'autres endroits pour finir en beauté. Y compris ici, parce que ça va être le dernier voyage. C'est très émouvant, vous ne trouvez pas? Alors, je vous ai emmené là parce que
pas pour frimer, pour vous montrer tous les célèbres occupants de ce cimetière, parce qu'il y a aussi Ivan Bounin, prix Nobel, il y a Yusupov, il y a Serge Liffard. Et là, c'est là où vous serez enterré. Il y a vous. Tarkovsky. Alors, nous sommes hésitants, parce que Michel voudrait le Père Lachaise. Michel Legrand. Hein. Oui. Alors, bon, je verrai. Je serai là où il est. Si vous restez un jour à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Ah, d'abord, j'ouvrirai une bouteille de Sauvignon, la Doucette, de Pouilly-Fumé. Ensuite, je fermerai la porte de ma chambre et je m'enfermerai avec mon amant, avec mon amoureux et mon mari. Et puis, je chanterai. Voilà. Le plus possible. C'est long pour une journée, vous me direz. Donc c'est quelque chose auquel vous pensez? Oui, bien sûr que j'y pense, mais j'y pense depuis toujours. Vous savez, comment peut-on ne pas y penser? C'est une obsession salutaire de savoir qu'on est mortel et de savoir que ça va finir. Mais depuis quelque temps, moi j'ai été une grande matérialiste. J'ai fait des études avec des professeurs marxistes, donc j'étais comme toutes les jeunes filles de mon âge, j'étais marxiste. Et puis petit à petit, quand même, je sens qu'il y a quelque chose qui manque dans ces analyses. Et donc j'ai... Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui dans notre société? Moi, ce qui m'indigne, c'est la précipitation et le non-savoir. C'est-à-dire, je ne veux pas parler d'inculture parce que c'est un peu un cliché, mais de ne pas vouloir augmenter son savoir. Quand on ne sait que des bribes de choses, les informations qui nous viennent, ce sont toujours des petites parties, des choses superficielles. Et j'engage les jeunes à aller au bout de chaque terrain et de chaque chose. Voilà. Quelle est l'avancée sociale ou technologique qui vous a le plus marqué durant ces 40 années? Social, c'est la pilule. Hein. La pilule a complètement changé la condition féminine et la vie, et le monde. Parce que ça a changé les hommes aussi, ça a changé le couple, ça a changé tout. La démographie. Absolument. Et technologiquement, moi, je suis une passionnée de l'espace, et je trouve que franchement, les premiers pas sur la Lune et bientôt les premiers pas sur Mars, ce sont des aventures exceptionnelles. Alors de la science, vous en parlez, des mathématiques, vous en parlez dans ce livre Arithmétique de la chair, qui vient de paraître chez Flammarion. Qui est Bettina? Alors... C'est votre héroïne. Elle a 32 ans, elle est expert comptable, elle est d'un milieu modeste, mais elle pèse 100 kilos. Et elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle se demande pourquoi. Et comme c'est une mathématicienne, qu'elle a la passion des mathématiques, elle pense qu'il y a un message là-dedans. Qu'elle ne grossit pas, elle n'est pas une grosse mangeuse, elle n'est pas boulimique. Et elle assume très bien son obésité. Et son obésité n'est pas un problème, non seulement cela, mais elle sent que c'est un cadeau, quelque chose qui est en plus. Parce que vous savez, c'est le problème de la différence. C'est que, est-ce qu'on le reçoit pour être distingué ou pour être exclu? Moi, j'ai tendance à espérer que les différences sont des distinctions, sont des choix. Alors, un jour, elle participe à un concours de calcul mental qu'elle gagne haut la main parce qu'elle a une sorte de communication. Et sa vie va basculer. Et sa vie bascule. Alors, c'est un peu une fable, un conte sur l'anonymat. Je crois que les grandes choses, les grandes pensées et les grands sentiments se cultivent dans le secret, pas du tout dans la lumière. Et nous sommes à une époque où tout le monde veut être connu, tout le monde veut sa faute. Mais vous êtes une femme publique. Attendez, moi je suis actrice. Si vous ne me connaissez pas, je ne travaille plus. Il faut que vous connaissiez mon visage. J'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma vocation. Mais pourquoi est-ce que tous les petits chefs d'entreprise ont une attachée de presse maintenant? Vous voulez me dire, on a l'impression que c'est comme une sorte de vertu, de désir, de vouloir être connu. Et tout le monde veut se distinguer. Non, tout le monde veut paraître. C'est-à-dire on veut être... je sais pas, comme c'est du narcissisme pur. Parce que finalement, tout le monde se ressemble. Je trouve que les gens, avec cette espèce d'uniformisation du marketing, je les trouve très, très semblables. Je trouve que très peu de gens émergent, même malheureusement parmi des acteurs. Je trouve que les acteurs d'une certaine génération étaient plus différents, plus caractéristiques que maintenant. Maintenant, on a l'impression qu'ils sont tous un peu pareils, quoi. Alors, elle deviendra un papillon dans la lumière. Et malheureusement, pour elle... Et tombera amoureuse.
Alors, elle rencontre l'amour auquel elle ne s'attendait pas et elle pensait même qu'elle ne le rencontrerait Quel pas. producteur d'une émission télé. C'est lui qui a gouverné ce prix, ce concours de calcul mental. C'est un brave type, mais c'est pas un grand, c'est pas une flèche. Hein. Et finalement, elle vit cette expérience parce qu'elle est pleine d'amour. Et puis, tout d'un coup, elle se met à maigrir. Et elle maigrit, elle devient une femme comme les autres. Et elle devient une femme un peu inintéressante. Donc commune. Commune. Et elle perd même ses pouvoirs. Alors, j'en dis pas plus, mais enfin, c'est ça qui m'a amusé, c'est de trouver un gimmick qui raconte le danger de la notoriété, de la lumière, et surtout d'être sur le devant de la scène. Quelquefois, quand on est un petit peu derrière, c'est beaucoup plus confortable. Qu'est-ce que le lecteur peut tirer comme exemplarité de votre livre? Ah, qu'il se console d'être dans une sorte d'anonymat où ils peuvent cultiver leurs passions, leurs intérêts, parce que cette femme est une grande curieuse. Elle aime la science, donc elle va tout le temps sur Internet pour comprendre, et elle fréquente tous les grands scientifiques. Et j'ai choisi les mathématiques, d'abord parce que je voulais tordre le cou à un cliché qu'on dit que les femmes ne sont pas douées pour l'abstraction, ce qui est faux. Et en plus de ça, elle fréquente tous ces gens partout sur la planète. Ça, c'est la beauté d'Internet. C'est qu'elle peut... Et vous savez, les scientifiques, ils ont ceci de très généreux, c'est qu'ils se communiquent leurs découvertes, leurs avancées. Et que chacun part de la découverte d'un autre. Donc il y a une grande générosité, il y a une réelle communauté. Mais tout le monde ne peut pas entrer, parce qu'il faut les comprendre. Hein. Moi, je connais rien aux maths. Je connais un peu, parce que je me suis intéressée à cause d'elle. Et puis que je me suis dit, il faut que je sache un petit peu. Mais ce qui est formidable dans les mathématiques, c'est que c'est la recherche pure. Alors, ils sont tous là, ils sont en train de s'exciter sur une équation dont je vous assure que ni vous ni moi ne comprendrions rien. Mais c'est ça, la naissance de la science. Macha, quels sont vos points communs avec Bettina? Je me suis toujours battue avec les kilos toute ma vie, parce que je sais très bien que pour la photogénie, ce serait mieux que je sois un petit peu plus mince. Mais comme je suis une femme qui aime manger, et qu'en plus de ça, on n'a pas tellement de repas au cours d'une vie. Vous savez, j'ai fait le compte. Si on compte que les dîners, ça fait 80 000 à peu près. C'est pas beaucoup, hein? À partir du moment où on louper, hein, c'est ça? Il ne faut pas les louper. Alors moi, je suis une hédoniste absolue. Je mets la table, c'est joli, il y a des bougies, il y a un bon vin, il y a des trucs, et il y a des choses que j'aime goûter. Je ne suis une aventurière de la cuisine. Je ne suis pas que une... Il y a des gens qui n'aiment manger que les choses qu'ils connaissent déjà. Moi, j'aime bien découvrir. On va continuer à évoquer évidemment ce livre, mais aussi avec notre invité David Funkinos qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Mais vous vous qualifiez, vous, Macha, comme une météore qu'on ne peut pas arrêter. Vous avez dit ça. C'est-à-dire, est-ce que vous dites avoir souffert et du fait justement de toujours vouloir plus, d'être une boulimique? Est-ce que c'est ça vraiment qui a les ratés de mon existence? Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que vous pourriez être votre amie? Ah, quelle bonne question. Est-ce que je m'aimerais? Oui, parce que je suis une bonne amie. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Je suis quelqu'un qui aime bien les autres, c'est vrai. Si je vous dis Gianguido Baldi, fils, oui. Si je vous dis Didier Van Kovlart, votre ami, écrivain, absolument. Et si je vous dis Michel Legrand, ne me dites pas. Si, je vous le dis, tous les trois, ils ont croisé leur regard sur vous, Macha. C'est la femme de ma vie, c'est la femme que j'ai rencontrée quand j'avais 28 ans. Et 50 ans plus tard, elle était libre, j'étais libre. On s'est retrouvés. Et je lui ai dit, écoute, mon amour, on va se marier. C'est un couple de tourtereaux, ils sont complètement amoureux, sans être mièvres du tout, parce qu'ils ont un caractère aussi volcanique l'un que l'autre. Et quand ils sont ensemble, ils sont d'un calme incroyable. C'est une mère intellectuelle, pas une mère traditionnelle. Je pense qu'elle est truculente, espiègle, fantasque et curieusement rigoureuse. Si tu ne comprends pas tout de suite qu'est-ce qu'elle dit, je te le dis tout de suite. Je n'ai pas écouté, je sais pas. Elle peut s'énerver pour un détail, elle peut... oui, elle peut être chiante, mais qui ne l'est pas. Peut-être maintenant, c'est mieux, c'est mieux. Depuis quand? Après les mariages, c'est plus calme. Je crois que sa grande qualité, c'est de vivre l'instant.
ce qui est devant elle au présent et dans le futur l'excite beaucoup plus que ce qu'elle a eu la chance d'avoir. Il veut être contemporain et fort, et comme les jeunes. Il se sent toujours jeune. C'est pas du genre à se dire ma vie est un musée rempli de belles choses. Non, la vie, ce sont des portes ouvertes et qu'est-ce qui va rentrer demain? Il a un caractère libre, ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui brasse, qui remue, qui bouscule, ce qu'on appelle un tempérament généreux, qui peut être totalement invivable, ce qui est d'ailleurs le cas aussi. Il faut vraiment être Michel Legrand, qui lui-même est aussi généreux et invivable qu'elle, pour que ce soit l'harmonie parfaite. C'est la réussite de ma vie, c'est la réussite de mes amours. Le mélange de démesure et d'organisation, de gaieté forcenée et de vrai désespoir secret aussi, c'est ça, Macha. C'est formidable. Merci Didier. On dirait nous. C'est son nouveau livre à paraître le 5 mai prochain. Formidable. Quand Didier justement parle de désespoir, il parle de désespoir, son désespoir secret. Il fait allusion à quoi? À la création. Je pense qu'on ne peut pas vouloir s'exprimer s'il n'y a pas une souffrance quelque part, une grande souffrance, parce que les petites, on résout les problèmes. Et le reste, c'est l'affaire d'une vie. Voilà. En tout cas, Michel, merci aussi d'avoir participé à ce portrait. Et puis, bien sûr, aussi à votre beau-fils. Alors, Gianguido, c'était un hasard. Il était à Paris. J'ai vu que vous l'avez attrapé. Ouais. Et il parle pas encore très bien français. Il parle pas très bien français. C'est ma désolation. Je n'arrive pas. Il n'est pas très doué. Il ne faut pas croire que tout le monde est doué pour les langues. Hein. Mais c'est une belle histoire entre nous aussi. C'est une belle histoire d'amour puisque je l'ai adopté quelques années après m'être séparé de son père. Et dans une situation qui est aujourd'hui reconnue par la loi européenne. C'est-à-dire, les parents qui élèvent les enfants peuvent adopter ces enfants à condition qu'ils le demandent, au moment de la majorité. Et donc, nous vivons cette... Parce que sinon, je ne pouvais pas voyager avec lui, je ne l'avais pas dans mon passeport, et maintenant, il est vraiment mon fils officiellement, il sera mon héritier. On reçoit David. Avec Allez, plaisir. David Funkinos est avec nous, il vient nous rejoindre. Ça aussi, c'est la jeunesse éternelle, hein. Regardez-moi ça. Bonjour, parce que tu dois être beaucoup plus vieux que tu n'as l'air, non? Oui. Donc, je comprends que vous vous connaissez, oui, on l'a déjà oui, rencontré. bonjour, David. Est-ce que c'est exact ce que disait Macha quand elle parle de désespoir secret? Il faut avoir des désespoirs secrets pour être écrivain? Je pense qu'on a tous ça, mais c'est vrai que Macha fait partie des gens qui cachent beaucoup ça. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois que je la croise, tout à l'heure elle a parlé de son obsession, c'était le bonheur, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle communique. On se croise très souvent dans les salons du livre, et à chaque fois, pour moi, Macha, c'est un grand sourire dès qu'elle vous voit, et c'est vrai qu'il y a cette générosité-là. Donc, et cette élégance. C'est pas quelque chose, cette élégance, cette pudeur. C'est pas quelque chose qu'on partage avec Macha, et je crois que je suis un peu dans cette même lignée. C'est vrai que j'aime le divertissement, j'aime le sourire, et les choses qu'on a tous en nous, qui sont difficiles, qui sont les choses de la noirceur, on les cache. On les cache, mais on s'en sert. Bien sûr, on ne peut pas écrire, voilà. C'est ce que tu viens de dire à propos de Didier, on ne peut pas écrire si on n'a pas ça. Tout à fait. Bien sûr. 500 000 exemplaires vendus, le prix Renaudot, le Goncourt des lycéens pour Charlotte. Ça, c'était le livre précédent, qui était un livre formidable qui bientôt verra le jour sous forme de film. Oui, vous êtes en train d'écrire le scénar. Exactement. Voilà, donc c'était l'histoire de cette peintre, cette artiste allemande qui est morte à Auschwitz alors qu'elle avait 26 ans. Aujourd'hui, elle est consacrée d'ailleurs dans le différents musées, notamment le musée de Nice. Le musée Masséna, oui. Voilà, grâce à vous, grâce à votre ouvrage. On va parler évidemment du nouveau, le mystère Henri Pic. Vous l'avez lu, je l'ai lu. Pour moi, c'est un polar. Absolument. C'est pour ça que c'est compliqué d'en parler parce qu'il ne faut pas rien révéler. Exactement. Oui, c'est la première tentative de Alors, polar, ça se passe, en tout cas, ça, ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe en Bretagne, ça se passe dans le Finistère, sur la presqu'île de Crozon. Et à Paris, beaucoup. Même, aussi à Paris. Et ça se passe aussi dans le milieu littéraire. Un milieu littéraire qui prend bien la chose ou pas? Parce que vous les cassez un peu quand même. Non, je crois pas. Honnêtement, au contraire, c'est un livre qui fait l'éloge de la littérature. J'essaie de rendre tout
ce que la littérature m'a apporté. Il y a aussi cette jeune éditrice, son cœur peut battre de la nécessité d'un point-virgule dans un roman de 500 pages par des libraires, des représentants. Et c'est vrai qu'au cœur du livre, il y a ce bibliothécaire un peu farfelu. Donc c'est vrai que c'est surtout tous les amoureux de la littérature qui sont présents à travers ce livre. Qu'est-ce que vous en diriez ? Ah, moi je me suis régalée parce que j'adore son écriture. Il y a toujours des petits coins de tendresse dans ses phrases. Il y a toujours une petite observation qui est toujours chaude. C'est pas un froid, David. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'idée que tous les Français écrivent et que tout le monde a un livre dans le cœur et voudrait être publié un jour ou l'autre. Alors l'idée que, évidemment, il y en a plein qui ne sont pas publiés, c'était une matière intéressante, un humus, un terrain formidable pour inventer cette histoire. Et est-ce qu'un livre refusé, c'est forcément un mauvais livre ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je parle dans mon livre, je fais la liste de quelques auteurs célèbres qui ont été refusés. De Proust à John Kennedy O'Toole, il y en a beaucoup. Vous-même ? Moi, j'ai été bien sûr refusé au départ. Et même mon premier roman a été refusé partout, sauf par Gallimard. Et c'était en 2002. Et puis j'ai aussi connu, avant le succès de La Délicatesse, beaucoup de livres qui sont passés inaperçus. Elle existe, cette bibliothèque. Donc c'est une bibliothèque qui réunit tous les livres. Voilà, alors non c'est vrai, publié. le point de départ du livre, c'est une bibliothèque qui existe vraiment aux États-Unis, la bibliothèque des livres refusés, pour tous ceux qui ont des manuscrits en souffrance ou qui ne trouvent pas finalement d'éditeur. Il y a quelque chose de très beau d'aller déposer son livre un peu comme une bouteille à la mer et peut-être que quelqu'un vous lira. Et donc j'ai imaginé, par contre, celle-là n'existe pas, la version bretonne, la version française de cette bibliothèque. Et c'est là que mon héroïne, la jeune éditrice, va découvrir un manuscrit exceptionnel. Elle estime que c'est un chef-d'œuvre et donc elle va le publier. Et c'est un livre qui va avoir une vie incroyable et qui va bouleverser la vie de nombreux lecteurs. Alors, un livre qui va devenir aussi un succès, mais grâce aussi, je dirais, à une politique marketing. C'est le cas souvent de nombreux succès qui sont accompagnés de l'histoire de l'histoire. Ça arrive tout le temps et ça depuis Ajar, tout le temps. Quand même, franchement, avant qu'on découvre que c'était Romain Gary, c'est vrai que La vie devant soi a été propulsé par cet anonymat. On ne savait pas qui était l'auteur. Mais est-ce que ça signifie que la forme, elle supplante en fait le fond ? Je dirais qu'elle supplante pas. C'est un bon livre, sinon il ne marcherait pas quand même. Oui, c'est un bon livre, mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que cet auteur dont elle découvre le manuscrit est mort, et c'était quelqu'un qui était pizzaiolo en Bretagne, qui n'a jamais lu un livre de sa vie. Tout son entourage ne comprend pas à quel moment et pourquoi il a pu écrire un tel livre. Et donc, auréolé de ce mystère, c'est vrai que le livre devient un succès. Et j'ai été inspiré par l'histoire de Viviane Meyer, qui était une nounou, une babysitter américaine, qui était une photographe de génie, qui n'a jamais cherché à montrer ses photos. Et c'est vrai que son succès, la cote internationale de Viviane Meyer, est aussi liée à son histoire et à son destin incroyable. On aime les histoires. Il y a un lien entre nos deux livres qui est ça, c'est le secret. Oui. C'est-à-dire les gens qui vivent une vie formidable, passionnante dans le secret. Et qu'au fond, et qui ne cherchent pas. C'est le cas de ton héroïne aussi. Voilà. Autre point commun, la littérature russe. Et aussi la oui, bien littérature. sûr. Moi, c'est vrai que je suis très inspiré par la littérature russe. J'y vais souvent. Et c'est vrai que le livre de Henri Pic, c'est l'histoire des dernières heures d'un amour, l'agonie d'un amour. Et en même temps, je raconte les dernières heures de l'agonie de Pouchkine, le grand poète russe. Ça m'a fait plaisir que tu choisisses Pouchkine parce que c'est vraiment le grand auteur russe. Et pour les Russes, ils considèrent tous que c'est leur grand poète, qui est très, très peu connu en France. Parce qu'il est difficile de traduire. Toi, tu peux le lire, tu as cette chance-là. Mais c'est vrai qu'en Russie, tout est Pouchkine. Voilà. David, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un point commun. Si on lit toutes votre œuvre, je ne sais pas si vous allez aimer le mot, mais allons-y. Est-ce qu'il y a un point commun ? Parce que moi, je dirais qu'il y a une sensibilité quand même très féminine. Il y a des portraits de femmes magnifiques. Souffrantes, elles sont toutes souffrantes. C'est la seule chose, le petit bémol que je ferai, c'est qu'il n'y a pas une femme, à part l'éditrice, vers la lumière, à part l'éditrice qui heureusement va enfanter tout ça, mais toutes les autres, dis donc, qu'est-ce qu'elles ont elles ont des vies fracassées. Parce que c'est vrai que c'était un peu le sujet que du des livre. femmes fracassées. Non, mais ce que j'aimais, c'est un livre sur le pouvoir de la littérature. Et c'est vrai que ce manuscrit, qui raconte les dernières heures d'une histoire d'amour, va avoir des échos dans plusieurs vies de personnages. Et je raconte effectivement des fins d'histoire. Donc là, j'admets, mais... Il y a une collection de fins d'histoire qui sont toutes belles et intéressantes, mais quand je même pense qu'on a tous les deux cette envie d'aller vers la lumière et vers l'optimisme, oui.
Est-ce que parfois vous avez eu peur de vous perdre comme ça dans le succès? Parce que vous avez un succès considérable. La délicatesse, c'était 1 million, hein, je crois, d'exemplaires. On a dit 500 000 pour Charlotte. Là, j'espère aussi beaucoup pour vous avec le nouveau. Est-ce que vous avez eu l'impression comme ça de vous perdre un peu avec le succès, la notoriété? On parlait de notoriété, elle est relative. C'est pas comme un acteur ou une actrice. Hein. Nous, voilà, les écrivains, on peut avoir... on connaît votre visage, mais quand même moins... oui, beaucoup moins que les acteurs. Et puis moi, ça fait 1 an, j'étais dans mon lit, j'ai écrit. Voilà, on peut complètement être dans l'ombre pendant longtemps, ce qui n'est pas le cas forcément des acteurs. Tu écris dans le lit? Moi, j'aime bien écrire dans le lit. Non, j'aime bien écrire dans le lit ou dans les trains. mais par contre, c'est vrai que pour moi, ça m'a surtout donné une très très grande liberté. La chance inouïe de pouvoir vivre de ce qu'on aime et aussi la liberté d'aller où je veux. C'est vrai qu'après Charlotte, j'aurais pu peut-être rester dans ce type de livre. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de créer ce polar littéraire puisque ce livre repose sur une enquête. On essaie de savoir si c'est vraiment Henri Pic qui a écrit le livre. Et donc, je pense que le succès apporte ça, cette grande liberté. Je pense que c'est un don de rendre le succès bénéfique. Parce que le succès peut être très dangereux. Et il y a des cas comme ça, il faut avoir une nature un peu joyeuse pour pouvoir avaler le succès. Oui, certains parlent de la catastrophe du succès. Oui, ça peut. Tous les deux, vous n'êtes pas issus du milieu littéraire. Est-ce que tout le monde peut devenir écrivain? En tout cas, je crois que tout le monde a besoin de s'exprimer. Pas pense, forcément par la littérature. En plus, la République des lettres, c'est vraiment la France. Hein. La France n'est pas mélomane, n'est pas visuelle, mais les mots. Donc c'est vrai qu'il y a un livre dans le cœur de chaque Français. Maintenant, qu'il soit intéressant ou pas, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de gens qui savent bien écrire et qui ont comme ça un peu moins maintenant, hein, parce que maintenant les jeunes, ils font des fautes d'orthographe et ils n'aiment plus tellement la grammaire. Il y a des correcteurs. Quelle horreur, quelle horreur. Moi, je ne fais aucune faute d'orthographe. Tu ne fais pas non plus de faute d'orthographe. Non, pas beaucoup. Voilà. Vous avez des rites tous les deux pour écrire? Des rites, des situations, des lieux privilégiés? Alors, moi, ça le dépend train parce pour que David, lui, c'est pour peut-être David. un vrai professionnel, si je peux dire. Tu écris tous les jours, je suppose. Oui. Parce que moi, non. Moi, je ne peux pas parce que j'ai d'autres vies. Alors, je fais charrette sur un truc et pendant 15 jours, 3 semaines, je ne me lave pas. C'est terrible, hein. Je ne devrais pas dire ça. Je bois un petit coup de Sauvignon quand j'ai écrit une page dont je pense qu'elle est vibrante. Il faut mon chat. J'ai mademoiselle Jasmine qui est à côté de moi. Et puis, pas d'horaire. Nuit et jour. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut être déçu parce que vous les rencontrez, vos lecteurs? Est-ce que, dans le cadre des salons, hein, j'imagine, est-ce qu'on peut être déçu par ces lecteurs? Est-ce que vous l'avez été, David? Non, mais parfois, ce sont des lecteurs qui sont déçus par nous. Moi, ça m'est arrivé une fois au Salon du Livre de Paris, je ne devrais pas raconter ça, mais il y avait une queue de lecteurs, et puis subitement, il y a une femme qui a dû attendre peut-être 1 heure ou 2 heures pour me dire qu'elle n'avait pas aimé mon dernier livre. Donc, il y a toujours des réactions, en tout cas, très surprenantes. Mais nous, on essaie, voilà, moi je sais qu'on met tout ce qu'on a quand on écrit un livre, et donc on essaie de pas décevoir. Il y a 53%, pardon Macha, des Français qui achètent un livre. 53%, c'est beaucoup. Vous êtes sûr de ça? Un livre par an. Bon. Un livre par an, c'est quand même pas énorme. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire? Qu'est-ce que ça provoque comme bonheur de lire? Déjà, à mon sens, il ne faut pas les culpabiliser. Ouais, c'est vrai qu'avec Charlotte, j'ai eu le concours des lycéens, j'ai rencontré beaucoup de jeunes et il y a comme ça une forme de pression permanente sur la lecture. Et moi, je lisais très peu avant l'âge de 16 ans. J'explique tout ce que la lecture peut apporter. L'intimité, le silence, l'évasion et à quel point ça a changé ma vie. Et il faut avoir la chance de rencontrer le bon livre, le livre qui va nous parler. Et ça... Chaque lecteur a le livre, a son propre livre qu'il doit trouver. C'est pour ça que le héros de mon livre, le bibliothécaire, a ce talent extraordinaire. Il vous rencontre et il sait exactement le livre qui vous correspond. Moi, j'ai une très haute idée des écrivains. J'ai toujours pensé que c'était l'élite, la crème, les gens qui disent la vérité, les gens qui vont au-delà de ce qui est permis. Donc, je dirais à un lecteur qui n'est pas habitué à lire que cette intimité qu'on a avec un livre, on ne l'a nulle part ailleurs. Même avec la personne avec qui vous vivez, on ment, on couvre, on protège. L'écrivain, il vous dit la vérité. Donc si vous voulez vraiment avoir une sorte de confrontation avec une personne, il n'y a que dans un livre. Tu es d'accord? Oui, c'est très très beau, très juste. Ouais. L'écrivain contemporain dont vous aimeriez avoir le talent? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Le talent, on peut l'avoir inné ou on peut... Oui, celui qui vraiment écrit Non, mais d'une je crois manière qu'on formidable. on peut admirer profondément les autres écrivains sans rêver d'avoir leur talent. Moi, il y en a D'être plein. beau, oui. Ça peut aller aussi bien d'Emmanuel Carrère à Philippe Ross, à même Houellebecq, que j'adore. Moi, j'aime mais pas je les rêverais pas écrivains. d'être eux. Oui, moi, j'aime pas les écrivains qui s'écoutent écrire, c'est-à-dire ceux qui font des belles phrases. Il y a tellement de belles phrases en français. La langue française permet tellement de choses que quand on sent qu'ils aiment trop les mots, moi, ça m'énerve, ça me braque et du coup, ça enlève de la sincérité. Oui, voilà. c'est ce qu'on a Parce en que c'est commun, empoulé, je pense. parce que c'est ouais. empoulé. C'est vrai, c'est vrai. On aime raconter des histoires. Et C'est une vrai qu'il y a- économie quand même. Hein. Ton livre, il y a un grand sens de la narration. On suit vraiment cette héroïne, on la lâche pas. Et donc, il y a quand même une importance et le goût de raconter des histoires. Et très cinématographique d'ailleurs, le livre. Ah oui, on Macha. pourrait. Il faut une actrice, ce serait génial pour une actrice. Il faut qu'elle grossisse et qu'elle maigrisse. Mais De Niro l'a bien fait pour jouer un boxeur. Raging Bull, ouais. Voilà. Ouais. Le mystère, on répique, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup David d'être passé. sur Avec ce grand plateau. plaisir. Hein. Ouais. Merci à vous. Moi, Et ça m'a Macha. fait un plaisir. Ouais, Que du moi aussi. bonheur. Ouais, Hein, avec plaisir. vraiment. Je vous emmène aux 2 ados, Macha. Oui, bonne chance pour on y le va. ado. À bientôt. 2 ados avec vous, Macha Merrill, et des réponses du tac au tac. Si votre vie était adaptée à l'écran, qui pour tenir le rôle? Quel acteur? Juliette Binoche, La dernière fois que vous avez pleuré? d'émotion tout à l'heure, comme vous m'avez montré, Michel. Est-ce que vous auriez aimé naître homme? Oui, ça m'aurait amusé. Est-ce que vous avez déjà eu une relation homosexuelle? Non, je suis pas assez curieuse. Avec quel comédien ou quelle comédienne vous ne pourriez pas partager l'affiche? Vous voulez que je balance, hein, c'est ça? Il y en a quelques-uns. Mais encore. Les plus vulgaires, ceux qui parlent pas bien français. Je suis d'un racisme atroce. Bon, ils se reconnaîtront. Le politique le moins utile du moment, ou la politique? Nadine Morano. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Non. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Ah, je suis un peu orientée là, les mains. Une Alors femme? les mains de pianiste, je peux pas vous dire, c'est une merveille. Chez une femme? Chez une femme, l'attitude, le port de tête. Si vous étiez présidente de la République, quelle serait votre première mesure? Laisser la paix à tous les gens qui portent des signes religieux. Je trouve que c'est une connerie d'empêcher ça. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique? Jouir. Le défaut insupportable quand on vit avec vous? Je suis précise et méticuleuse. J'aime pas le bordel. Vous assistez à la projection d'un film d'un ami, vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous lui dites à la sortie? Je lui dis rien quand même. Je ne mens pas. Mais je lui envoie des fleurs ou des chocolats. Qu'est-ce qu'on peut faire? As-tu l'amour rédhibitoire? Les Marcel, vous savez, c'est vraiment les mecs qui mettent ça. Est-ce que vous adhérez à la phrase de l'écrivain Jim Harrison qui vient de mourir? Un mauvais moment et de se retrouver piégé devant un verre vide entre 2 casse-couilles. Ça, c'est un propos d'alcoolique. Je l'ai connu, moi, Jim Harrison. À un certain salon du livre, il est venu en France souvent. Alors, je pense que c'est pas mal dit, mais moi, je dirais plutôt une assiette vide qu'un verre vide. Voilà. Le casting idéal d'un dîner chez vous? Ah, alors ce serait d'abord un mélange de générations et de types de personnes. Je mélangerais des intellectuels, des danseurs, des sportifs, des rigolos et des pas rigolos. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur votre avenir, votre futur? Non, je ne veux pas savoir. J'attends la surprise. Quel jour de votre vie vous aimeriez revivre? Le jour où je suis née. Et peut-être l'âge de vos 15 ans quand vous dansiez sur... Ah, je dansais le bebop au club Saint-Germain-des-Prés. Et vous écoutiez peut-être The Platters? Oh mon Dieu, ça c'était dans les surboom. On dansait sur
Only You. Vous aussi, hein, je suis sûre, Catherine. Mais c'est magnifiquement sexy, cette musique. Hein. Sexy, sexy. Only You. Voilà, on finira avec les Platters. Ah, je suis contente que vous voulez ce livre. Je voulais aussi vous présenter ce livre. Alors évidemment, c'est pas un hasard. C'est chez Michel de Maulle. Ce sont les dîners de Marlène. Mais je ne savais pas, Marlène Dietrich, je ne savais pas que Marlène Dietrich était une super cuisinière. Alors, et vous en avez fait la préface. Voilà, et j'étais très flattée qu'on me demande de faire la préface de ça, parce que je savais qu'elle était très gourmette. Quand elle habitait en France, elle allait tous les soirs dans les restaurants 3 étoiles. Absolument, et elle avait gardé sa germanitude grâce à la cuisine. Et quand elle était allée à Hollywood, c'était une façon de se différencier un peu des autres stars américaines et aussi une façon de tenir les hommes et même un petit peu de les terroriser avec ça. Parce que la cuisine allemande, quand même, les très bonnes recettes du livre sont des recettes internationales et des recettes françaises. Mais enfin, elle pratiquait la cuisine allemande. Et notamment pour Gabin. Alors, l'histoire avec Gabin est formidable, parce qu'il n'en pouvait plus de manger ses Pumpernickel et ses schnitzel. Alors, il lui avait dit, écoute, tu viens en France, je t'épouse, et tu vas faire de la cuisine française. Mais elle avait des contrats à Hollywood, elle ne pouvait pas, et ça a été un drame pour elle. Elle a dû, comme les grandes reines, choisir entre sa vie de femme et sa vie de star. Elle l'a beaucoup aimé, hein, Gabin. Elle l'a adoré. Après, elle est allée le retrouver en Algérie, il était soldat, et il ne l'a quand même pas épousé. Ouais. Et elle est morte très seule, d'ailleurs, hein. Oh, elle était d'une grande beauté jusqu'à la fin. Elle faisait très attention à tout, à sa ligne. Elle ne recevait plus personne. Elle ne recevait personne. Mais quand même, elle avait l'élégance parce que tout était construit chez elle. C'est le contraire des filles de la Nouvelle Vague. Nous avons été en opposition avec ces stars-là. Mais moi, j'ai un respect, une admiration. Tout était voulu. Sa façon de tenir les mains, la cigarette, les cheveux. Très sophistiqué. Très sophistiqué. Mais c'est admirable. Je voudrais remercier la peintre qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Ah, Il s'agit d'Alexandra Hopf. Elle expose jusqu'au 23 avril à la galerie Sobering, rue de Turenne à Paris dans le 3e. C'est une artiste allemande, Alexandra Hopf. Ce sont des collages, n'est-ce pas ? H-O-P-F, oui. Elle choisit de peindre sur du papier carbone. Voilà, elle trace des lignes à la pointe métallique. Alexandra Hopf. Chez vous, c'est moderne, c'est... Alors, de mon côté, c'est moderne, et du côté Michel, c'est... Très bien. 19e siècle. Enfin, vous êtes très complémentaires. Alors, j'essaye un peu de l'éduquer, mais j'ai du mal. Bon, vous l'embrassez de notre part ? Je ne le manquerai pas. Macha Meryl, l'arithmétique de la chair, c'est chez Flammarion. Un grand merci. Catherine, merci beaucoup. Samedi prochain, c'est l'artiste, la chanteuse Yael Naïm qui sera avec nous à partir de 10h. Et le lendemain, vous qui aimez la science, c'est Axel Kahn. Notre invité dès 7h. Qui s'interroge aussi. Bien sûr. Macha Meryl, son émission qui lui était consacrée, son Thé au Café, sera rediffusée cette nuit. Vous pouvez évidemment revoir l'émission aussi en replay sur notre site et sur notre chaîne YouTube, la chaîne Thé ou Café. Merci à vous, merci de votre fidélité tous les samedis et tous les dimanches. Et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Au revoir, merci. Merci à vous.